Bonsoir à tous et bienvenue à ce Facebook Live consacré au schéma évolutif de la maladie et leur traitement. Pour aborder ce sujet, je suis accompagnée du docteur Adil Marouf, praticien dans le service des maladies inflammatoires du cerveau et de la moelle épinière à l'hôpital de la Timone à Marseille. Bonjour docteur Marouf, et je vous remercie au Bonjour. nom de la Fondation ARCEP de participer à ce Facebook Live. Alors, dans un premier temps, nous allons présenter le sujet, puis nous répondrons aux questions des internautes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat du Facebook Live. Alors, la sclérose en plaques se définit classiquement sous trois formes. La forme à pousser, aussi appelée rémitante récurrente, la forme primaire progressive et la forme secondairement progressive. Docteur Marouf, pouvez-vous nous rappeler à quoi correspondent ces différentes formes et leurs liens? Et est-ce que cette classification a changé avec l'évolution des connaissances? Donc, bonjour Madame Blassa, bonjour à tous. Donc, je suis ravi aujourd'hui d'être avec vous ce soir sur ce Facebook Live avec l'ARCEP. Donc, pour discuter un petit peu des formes de la maladie. Donc, classiquement, on va en discuter. Historiquement, on parlait de formes rémittantes, récurrentes, donc les formes avec poussée. Donc, ça consiste en l'apparition de poussée. Donc, la poussée, c'est un nouveau symptôme ou l'exacerbation d'un symptôme ancien, en dehors de toute fièvre ou de toute infection, qui dure plus de 24 heures, qui persiste dans le temps et qui va récupérer complètement ou partiellement, qui peut laisser des séquelles. Et entre les poussées, dans la forme rémitante, on va avoir une période où on va être complètement stable, libre de poussée, et si la poussée est complètement récupérée, sans aucune séquelle. Puis ensuite, au bout d'un certain nombre d'années d'évolution, 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans, voire jamais, les patients qui ont des formes avec poussée peuvent présenter ce qu'on appelle une forme secondairement progressive, c'est-à-dire qu'ils développent de la gêne, du handicap, en dehors de toute poussée et de manière assez insidieuse. Donc, pour le savoir, il faut connaître les patients, il faut les suivre pendant des mois, voire des années, pour s'assurer qu'il y a une évolution et que cette évolution n'est pas liée à une poussée ou à un phénomène inflammatoire. Et puis enfin, ce qu'on définissait comme la forme primaire progressive, c'était des patients qui présentaient directement une entrée de la maladie avec une forme avec progression et qui n'avaient pas dans leur historique une évolution par poussée sur les années précédentes. Alors ça, c'était utile. C'est des définitions qui sont principalement été synthétisées dans un article qui a été publié en 1997, donc qui est assez vieux, qui a plus de 20 ans maintenant, et qui était basé sur un questionnaire. Donc les auteurs avaient envoyé par la poste des questionnaires, des définitions à des neurologues qui étaient considérés comme experts, comme un panel d'experts de la sclérose en plaques, experts internationaux, et puis ils leur avaient demandé de voter sur les définitions. Donc les définitions que je vous ai données, elles étaient écrites, et on demandait aux experts de voter, est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas, et donc quand on avait 134 votants sur 164 qui avaient dit oui, ça me va comme définition, la définition était admise. Donc vous voyez, c'était quelque chose qui était assez archaïque, entre guillemets, même si c'était constaté dans la vie de tous les jours par des experts. Et ça venait d'une problématique, c'est qu'on était fin des années 90 et donc on avait l'arrivée de traitements et des essais thérapeutiques. Et le but de cette classification, c'était vraiment de permettre les tests de médicaments chez les patients atteints de sclérose en plaques. Le but n'était pas de détenir la vérité. Puis les mêmes auteurs, en 2013-2014, ont republié un article en remettant sur leur classification sur la table, à la vue de tout ce que la médecine avait appris pendant 20 ans. Et donc là, clairement, cette classification, au vu des connaissances médicales, n'avait plus de sens médical, elle avait plus de sens scientifique, et donc du coup, il y a une nouvelle classification qui l'a remplacée, qui met du temps à s'installer parce que historiquement, on s'est habitué à certaines choses, et qui consiste à analyser deux concepts, l'activité, c'est-à-dire soit des poussées, soit des nouvelles lésions à l'IRM, et la progression, qui est du handicap en l'absence de toute poussée. Et ensuite, il faut essayer de catégoriser chez les patients l'un ou l'autre. Les patients pouvaient avoir que de l'activité, pouvaient avoir que de la progression ou peuvent avoir les deux. Et ça, c'est très important pour choisir les traitements des patients. Et donc, c'est vraiment cette classification qui correspond aux données de la science, qui est utilisée aujourd'hui et qui est la dernière classification avec laquelle il faut réfléchir. Donc, c'est un peu historique de parler de formes rémittantes, secondairement progressives, primaires progressives. Ça peut
mettre des cases, mais ce n'est pas avec ça qu'il faut réfléchir. Merci. Alors, vous dites justement que il faut utiliser la bonne classification pour adapter le bon traitement. Donc, ça veut dire que à chaque forme correspond un traitement spécifique. Alors, comme il n'y a plus de forme, en fin de compte, cette classification, c'était ça son gros défaut, c'était qu'on avait l'impression qu'on était dans une forme et qu'on n'en sortait pas ou qu'on passait d'une forme à l'autre. Alors que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que les gens peuvent avoir de l'activité, de l'inflammation, et les gens peuvent avoir de la progression de la dégénérescence. C'est à chaque moment, quand vous voyez un patient, il faut savoir si ce patient a de l'activité ou pas, parce que s'il en a, il faut discuter d'un traitement qui joue sur l'inflammation, des traitements immunoactifs, immunomodulateurs, immunosuppresseurs. Et s'il n'y a pas d'activité, il n'y a que de la progression, il faut essayer de prendre en charge cette progression du mieux possible. Et quand il y a les deux, il faut se poser la question des deux types de traitements en parallèle. Tout à fait. Alors, on entend aussi beaucoup parler et de plus en plus souvent des fenêtres thérapeutiques. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie? Alors, la fenêtre thérapeutique, en fin de compte, c'est un concept qui est né des connaissances qui se sont accumulées sur ces 3 dernières décennies dans la maladie. Et on s'est rendu compte de pas mal de choses. On s'est rendu compte que l'inflammation, elle variait au cours du temps dans la sclérose en plaques et qu'au départ, on avait une inflammation qui était surtout dépendante de l'immunité dite périphérique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire des globules qui sont dans le sang, de l'immunité sanguine. Donc, on avait une inflammation, la création de lésions de sclérose en plaques qui étaient surtout liées au fait que des cellules immunitaires, des globules blancs dans le sang se retrouvaient à passer dans le cerveau et à créer de l'inflammation. Et puis ensuite, il y avait également un peu l'inflammation dans le cerveau qui jouait. Et puis avec le temps, l'inflammation change un petit peu, elle est moins importante, et bien elle est également différente. L'inflammation à l'intérieur du cerveau joue un rôle plus important. Et donc, du coup, ça nous a conduit à imaginer cette hypothèse de fenêtre thérapeutique qui s'est confirmée sur les études. Il y a de plus en plus d'études qui le confirment, de dire qu'au final, il faut agir le plus tôt possible parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'inflammation et c'est à ce moment-là que l'inflammation elle est plus liée aux cellules sanguines et c'est sur cette inflammation que nos traitements actuels marchent le mieux. Et donc, du coup, il faut être très rapide, le plus rapide possible, entre guillemets, mais pas à quelques jours près ou quelques heures près. C'est pas un infarctus, mais il faut être assez rapide pour bloquer cette inflammation afin d'avoir les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats se voient quand l'inflammation est bloquée assez tôt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultats plus tard, il y en a toujours, mais les meilleurs résultats sont lorsqu'on agit tôt, et donc ça a conduit à plein de choses. Ça a conduit à justement mieux caractériser l'activité, mieux définir l'activité, mieux la surveiller chez les patients. Vous avez constaté très probablement que vos médecins vous font beaucoup plus d'IRM qu'il y a quelques années, parce qu'on cherche vraiment à caractériser cette inflammation et la traiter de manière efficace. Là aussi, les paradigmes ont changé. On ne se contente pas de mettre un traitement et on dit le traitement est mis, le patient est soigné. Non, il faut que le traitement soit efficace et il faut qu'on s'assure qu'il est efficace. Donc, il faut mettre le traitement qu'on pense être le plus rapidement efficace chez le patient. Et une fois qu'il est mis en place, on surveille très scrupuleusement le patient, la survenue de poussée, la modification de son examen neurologique, la survenue de nouvelles lésions à l'IRM avec des IRM qui sont au moins annuels. Et il faut à tout prix s'assurer qu'on bloque l'inflammation assez rapidement pour encore être, entre guillemets, dans cette fenêtre, avoir le plus de bénéfices possible chez les patients. Alors, il est certain que quand on a un peu plus avancé dans la maladie, l'inflammation, elle est déjà moindre, elle a déjà changé. Mais comme je vous l'ai dit, si elle est toujours présente, il y a toujours un bénéfice, ça a été démontré. Et si elle n'est pas présente, il faut quand même surveiller qu'elle ne réapparaisse pas. Des fois, les choses ne sont pas linéaires et donc on peut avoir des choses qui réapparaissent. Et c'est pour ça que la classification a changé. Avant, on disait quelqu'un est dans une forme secondairement progressive, c'est de la progression, il n'y a plus d'inflammation. Et donc, on pouvait, par erreur, être amené à arrêter de surveiller les IRM, etc., en considérant que le patient n'avait plus d'inflammation, vu qu'il avait changé de phase.
Mais en fin de compte, c'est pas des phases, c'est un patient qui peut avoir les deux, et de la progression et de l'activité. Donc, il faut continuer à suivre scrupuleusement pour s'assurer qu'il n'y a pas d'inflammation qui nécessiterait un traitement immunoactif. Alors, docteur Maouf, vous avez dit justement que quand il y a de l'inflammation, il y avait des traitements. Donc, quand les personnes n'ont plus d'inflammation, mais juste une progression qui prédomine et qu'il existe des symptômes visibles et ou invisibles, quelles sont les pistes thérapeutiques, les options? Alors, elles sont nombreuses. Il faut continuer à lutter contre la maladie. Le traitement immunoactif n'est pas la seule arme dont disposent les médecins pour apporter du confort et lutter contre la maladie. Et donc, du coup, il faut traquer tous les symptômes qui gênent le patient au quotidien et essayer de voir ce qu'il est possible de faire là-dessus. Alors, il y a les symptômes qu'on a tendance à appeler visibles. Donc, on voit des troubles de la marche, des troubles de l'équilibre, etc. Et pour ça, il faut s'armer, il faut s'aider de collaborateurs. Et donc, un patient, surtout dans ces phases-là, est pris en charge par plusieurs collaborateurs. Il faut s'aider de collaborateurs rééducateurs, kinésithérapeutes, éventuellement ergothérapeutes, et essayer de travailler soit sur la rééducation, soit sur les aides techniques, soit sur la spasticité, où on a des médicaments, où on a des injections comme la toxine botulique, où on a même la pose de pompes, d'antispasmatiques, etc. Donc, il peut y avoir des interventions plus ou moins complexes, mais qu'il faut mettre en place pour essayer au mieux d'améliorer la raideur. Il faut travailler l'équilibre avec la rééducation, avec les confrères. Et puis pour les symptômes invisibles, alors là, ils sont encore plus nombreux. Ils sont très invalidants également. La fatigue est le premier. Je pense qu'il existe très peu de patients qui ne ressentent pas de la fatigue, quelle que soit la forme et quel que soit le moment de leur maladie. Et donc, il faut essayer de comprendre d'où vient cette fatigue. Donc, il faut en discuter avec son neurologue, mais il faut en discuter aussi avec son médecin traitant, qui a une place importante là-dessus. Et essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça vient de nuits qui sont de mauvaise qualité, de troubles du sommeil, de mouvements anormaux pendant la nuit avec des jambes qui bougent, etc. Est-ce que ça vient de troubles urinaires, un patient qui se lève 6-7 fois la nuit pour aller uriner, il dort mal, il est fatigué, donc il faut un peu voir ça. Il faut voir si l'écologie du sommeil est correcte. On peut avoir une sclérose en plaques et malheureusement avoir une mauvaise écologie de son sommeil, regarder son smartphone dans son lit, se coucher à des horaires variables, boire des excitants, du thé, du café trop tard dans l'après-midi, etc. Il y a plein de choses qu'il faut pister, il faut vraiment en discuter. Et puis, on a également les douleurs qui peuvent entraîner de la fatigue. On a également l'activité physique qui, au contraire, lutte contre la fatigue. Je n'ai pas dit sport, j'ai dit activité physique. Le fait d'entretenir une activité physique la plus élevée possible, ça lutte contre la fatigue. Et puis, enfin, il y a les autres symptômes, la douleur, on en a un peu parlé, le moral, les troubles de la mémoire. Et là encore, il y a des professionnels sur lesquels il faut s'appuyer, les orthophonistes en particulier, qui sont d'une grande aide pour les troubles de la mémoire, qui sont d'une grande aide pour la déglutition et qui permettent d'améliorer les choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il ne faut pas hésiter à en parler à ces médecins. Il ne faut pas attendre obligatoirement la consultation neurologique qui peut mettre du temps à arriver. Le médecin traitant peut déjà vous aider à vous orienter vers un kinésithérapeute, peut vous orienter vers une orthophoniste, etc. Peut vous orienter vers un neurologue s'il y a des troubles vésico-sphinctériens. Pareil, s'il y a des troubles sexuels, il ne faut pas hésiter à en parler. Des fois, c'est un peu tabou, mais c'est important d'en parler parce qu'il y a également des choses qui sont possibles. Alors, c'est un peu plus facile chez l'homme que chez la femme, mais il y a des choses qui sont possibles et donc il faut s'appuyer sur des réseaux de professionnels qui connaissent la maladie. Les professionnels qui vous reçoivent ne découvrent pas la maladie, connaissent un petit peu la maladie. Et on peut apporter beaucoup de confort au final et beaucoup d'aide aux patients avec de la rééducation adaptée, des troubles vésico-sphinctériens corrigés, de l'appareillage adapté qui permet de beaucoup mieux marcher ou l'utilisation d'un fauteuil qui permet de regagner de l'autonomie là on n'en avait plus, etc. Baisser les seuils de douleur, améliorer les nuits. Donc non, faut continuer
à se battre, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Merci, docteur Marouf, pour cette introduction. Donc, nous avons plusieurs questions sur le chat. Alors, la première, est-ce qu'à partir d'un certain âge, la progression de la CEP peut ne plus évoluer? En fait, est-ce qu'il arrive à un moment donné où la maladie se stabilise? Où les gens ne progressent plus. Oui. Alors, c'est une question qui est difficile parce qu'elle ne marche pas pour tous les patients de la même manière. Il y a une grande hétérogénéité. C'est vrai qu'on sait que l'inflammation, comme je vous l'ai dit, diminue et change avec l'âge. Ça, c'est quelque chose qui est assez acquis. On sait également que la progression, ce n'est pas quelque chose de linéaire. La définition parle de quelque chose de linéaire, mais ce n'est pas linéaire. On sait que les patients peuvent s'aggraver sur une période, puis se restabiliser, se réaggraver, se restabiliser. Et on sait également que quand on suit les patients assez longtemps, il y a des patients qui restent très stables, de manière remarquable, malgré qu'ils aient eu une période où ils ont progressé dans leur vie. Alors, ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y avait une part d'inflammation à la progression avant cette stabilité? Est-ce que la maladie d'elle-même s'est stabilisée? C'est très difficile de le dire, mais en tout cas, ça arrive assez régulièrement de constater ça dans la vie de tous les jours, de patients qui, arrivés à un certain niveau, sont plutôt stables, tant sur le plan moteur et l'équilibre que sur le plan des autres symptômes, dont les symptômes invisibles, parfois, qui restent assez stables avec le temps. Alors, une fois qu'un professeur m'avait dit qu'après 65 ans, la CEP prenait sa retraite. Oui, c'est une jolie image et en effet, c'est ce qu'on constate en tout cas sur la part. Alors, c'est une jolie image, c'est une image générale, mais c'est une jolie image. En effet, globalement, c'était des études histologiques, beaucoup qui avaient démontré ça, dont les équipes autrichiennes avaient beaucoup travaillé là-dessus, où ils avaient démontré qu'au-delà de 60, 65 ans, il y avait très peu d'inflammation quand on était amené à voir des pièces histologiques de patients atteints de sclérose en plaques. Et donc, on sait que l'inflammation diminue très fortement. Mais ça, c'est quelque chose de très général d'un autre côté. Il y a aussi beaucoup d'études qui ont montré des patients qui ont développé des scléroses en plaques à des âges très avancés, jusqu'à 80 ou 85 ans. Donc, je parle de première poussée de maladies actives à des âges avancés. Donc, on sait que ça existe également. Et on sait également d'expérience que les patients peuvent avoir encore des poussées ou encore des lésions actives à l'IRM à des âges avancés. C'est rare, ce n'est pas le cas classique. Le cas classique, c'est de les avoir à 20 ans. Mais quand on soigne quelqu'un, on est obligé de s'en occuper en tant qu'individu, en tant que personne et pas en tant que statistique. Et donc, il faut continuer quand même à surveiller les choses. D'autant plus que toutes ces données dont on parle sont issues de ce qu'on appelle l'histoire naturelle, c'est-à-dire de l'évolution de la sclérose en plaques naturellement. Et ce n'est pas des données liées à l'histoire des patients qui ont été traités, qui ont été efficacement traités et qui ont été traités pendant des années. Et ça pourrait être changeant dans cette population de patients parce que déjà, on observe que les gens qui ont été traités, quand vous arrêtez certains traitements, pas tous, mais quand vous arrêtez certains de leurs traitements, les patients reprennent une inflammation quasi aussi importante, voire plus importante que celle avant la mise en place du traitement, comme si la maladie avait été mise en pause avec le traitement et que une fois que vous avez levé le traitement, la maladie se réveillait parce qu'elle sortait un petit peu de sa quiescence, de sa pause, et que les phénomènes inflammatoires qui duraient sur 30-40 ans n'avaient pas fini de s'exercer et pouvait encore arriver. Et donc, du coup, il faut être encore plus prudent chez les patients qui ont été traités très tôt et traités longtemps. Alors, du coup, votre réponse entraîne des questions, dont une, est-ce que les traitements actuels, s'ils sont pris dès le début, préviennent le passage en forme progressive? Alors, la forme progressive, déjà, c'est important de le dire, ce n'est pas quelque chose qui est systématique. C'est quelque chose qui arrive fréquemment. Dans l'histoire naturelle, je parle, en l'absence de tout traitement. Ça arrivait très fréquemment et globalement, plus vous suiviez les patients longtemps, plus vous aviez le risque qu'ils développent du handicap.
Mais il y a des patients qui avaient des formes bénignes de la maladie et qui évoluaient spontanément sans développer de forme progressive. Alors, les traitements, la façon dont on traite les patients aujourd'hui, ces traitements efficaces où on vise le zéro nouvelle poussée, zéro nouvelle lésion. Alors, c'est l'objectif, c'est pas toujours ce qui est atteint, mais c'est l'objectif. C'est quelque chose qui est assez récent. On a une dizaine d'années de recul sur ces pratiques où on est très exigeant dans la maladie parce qu'on a les armes qui nous permettent d'être exigeants. Et sur 10-15 ans, on voit que globalement, quand les patients sont traités tôt, ils évoluent bien. Alors, au-delà, c'est difficile de vous dire parce qu'on n'a pas les données. Il n'y a pas de raison que ça soit radicalement différent. Mais en tout cas, les patients évoluent bien et on se retrouve par rapport à l'histoire naturelle avec des taux de mauvaise évolution, d'évolution vers une gêne ou vers un handicap significatif qui est divisé par 3, 4, 5 par rapport aux histoires naturelles. Donc, on a vraiment des résultats qui sont très encourageants et qui permettent la projection à 10-15 ans, on l'a, de montrer que les patients restent stables. Au-delà, on l'aura demain, mais en fin de compte, on va avancer avec les patients et les patients d'aujourd'hui bénéficieront des connaissances des patients antérieurs, bien entendu, comme ça c'est toujours fait en médecine. Alors, vous avez dit que des patients démarraient des CEP tardivement. Donc, justement, une des questions, qu'en est-il pour les CEP qui démarrent après 50, 60 ans? Est-ce que l'évolution est similaire aux autres ou elle est plus grave? Donc, comment ils évoluent? Alors, si on prend sur une échelle statistique, sur une échelle de population, qui n'est pas une échelle individuelle, je le rappelle, commencer sa CEP plus tardivement est plutôt un facteur de mauvais pronostic. C'est un facteur de pronostic, c'est comme fumer est un facteur de risque d'avoir un cancer, mais ce n'est pas 100% des fumeurs qui vont développer. Le facteur, c'est un facteur de mauvais pronostic, on a un peu plus de risque de moins bien évoluer. Mais ça, c'est lié à un mélange, en fin de compte, dans ces études où on va prendre que l'âge, c'est lié à un mélange de patients qui ont une maladie en vérité depuis l'âge de 15, 20 ans, qui a été silencieuse et qui a été découverte à 60 ans, mais en fin de compte, la maladie, ça fait 40 ans qu'elle évolue en silence et qu'elle a pu éventuellement faire des dégâts qui sont assez importants et qui vont s'exprimer après le diagnostic. Comme ça peut être des patients qui vont vraiment débuter une maladie assez tardivement et qui ont, en fin de compte, assez peu qui sont, en fin de compte, en début de maladie et qui ont de fortes chances de bien répondre au traitement. Et puis, ça peut être aussi un entre-deux. Ça peut être des patients qui ont la maladie depuis très longtemps, mais qui a très peu évolué, avec très peu de lésions, quelque chose qui, en fin de compte, était assez bénin, qui s'est exprimé cliniquement à 60 ans, mais qui va continuer à rester assez bénin. Donc, il faut évaluer le tout. On n'a pas toujours les réponses en consultation, mais voilà, il faut tenir compte de tout ça, de l'histoire, est-ce qu'il y a des poussées qui sont passées inaperçues plus jeunes, quelle est la charge de lésion, est-ce que le cerveau a un volume qui est attendu pour l'âge où il a l'air d'être plus petit, etc., pour essayer d'estimer quels sont les facteurs de risque d'évolution. Il y a plein de questions aussi. Donc là, je vais en recouper. Est-ce que toutes les personnes vont évoluer donc, vers un handicap? Et si oui, au bout de combien de temps? Alors non, sur déjà l'histoire naturelle, ce n'est pas le cas. Ce que je vous ai dit, il y a des formes qu'on appelait bénignes, qui font partie d'ailleurs de la définition de 1997. On n'en parle pas parce qu'on parle des formes les plus classiques, mais dans le papier de 1997, il y avait d'autres définitions qui avaient été proposées, dont la forme bénigne, dont la forme fulminante, etc. Et donc, du coup, déjà, naturellement, ce n'est pas le cas. Et puis, aujourd'hui, on a des traitements, des armes thérapeutiques qui nous permettent de complètement, de viser, en tout cas, de complètement bloquer l'inflammation et l'apparition de nouvelles lésions. Et donc, du coup, ça augmente très, très, très fortement les chances que les patients n'évoluent pas. Donc, nous, quand on s'occupe de patients qui ont une sclérose en plaques, on s'attend justement à éviter l'apparition du handicap, à lutter contre ça. Après,
c'est toujours pareil. On y arrivera très probablement pour la très grande majorité des patients. À l'échelle individuelle, c'est plus dur d'être péremptoire, mais en tout cas, ce n'est pas une finalité en soi. Le handicap n'est pas inéluctable. Au contraire, de plus en plus, la maladie est plutôt mise en quiescence et en rémission grâce à la prise en charge. Alors, une question, quelle est la proportion de personnes qui utiliseront un fauteuil roulant? C'est difficile de vous dire. Le fauteuil roulant, alors, quand on utilise un fauteuil roulant, c'est qu'on est arrivé à un seuil de handicap qui est très sévère. Hein. Et donc, du coup, c'est très difficile de dire parce qu'il n'y a pas de véritable données aujourd'hui, il n'y a pas de véritable chiffre chez les patients qui sont traités et correctement traités parce que, comme je vous l'ai dit, la maladie se stabilise, mais elle se stabilise au moment où on l'a diagnostiquée. Donc, si un patient a 2, 3 lésions, 10 lésions, très peu de poussées, on a été très actif très tôt, probablement que dans cette catégorie de patients, la proportion qui arriveront à un fauteuil sera très faible, très, très faible. Par contre, si un patient, comme je vous l'ai dit, ou comme vous l'avez dit, a un diagnostic plus tardif, à 60 ans, à 50 ans, avec déjà sur l'IRM beaucoup de lésions et déjà des débuts de conséquences, c'est sûr que ça sera plus difficile et la proportion de patients qui atteindront un niveau de handicap risque d'être plus importante dans cette population. Merci. Alors, il y en a des questions. Vous parlez de maladie stabilisée. Quels sont les critères pour dire qu'une maladie est stabilisée, enfin, que la maladie est stabilisée chez une personne? Alors, on peut avoir différents niveaux d'exigence et de critères. Le niveau minimal de critères, c'est que le patient ou la patiente ne présente plus de poussée, ne présente plus de nouvelles lésions à l'IRM, ni des lésions sur la répétition des IRM, ni de lésions qui se rehaussent après avoir mis un produit de contraste de gadolinique. Si on a encore besoin de mettre le produit de contraste, on fait de moins en moins. Ça, c'est le niveau minimal. Ensuite, on peut aller un peu plus loin en disant que le patient n'a plus de poussée, plus de lésions et qu'il n'évolue pas sur le plan clinique. Le patient ne présente pas de nouveaux symptômes, ne s'aggrave pas. On a atteint une stabilité clinique. Alors, ce n'est pas toujours pas de symptômes, mais une stabilité clinique. Et puis, le dernier niveau, si on est encore plus exigeant, et c'est ce qui va arriver dans le futur, hein, c'est pas de lésions, pas de poussée, pas de lésions, pas de modification de l'examen clinique et pas de modification de la volumétrie cérébrale. Le cerveau garde une trophicité attendue pour l'âge. Alors, on perd tous du volume cérébral, hein, ça c'est normal, c'est la vie, c'est physiologique. Ça commence très tôt, hein, donc on commence tous à perdre du volume cérébral très tôt, mais qu'on en perd dans les proportions de la population générale. Alors, il y a une question qui est assez longue. Certains patients souffrent de l'apparition ou réapparition de symptômes s'étalant sur plusieurs jours et faisant penser à une poussée. Toutefois, l'IRM ne montre aucun signe. Dans ces cas-là, comment l'expliquez-vous? Est-ce que vraiment les IRM permettent de voir toute l'activité? Et comment gérer ce genre de poussée ou de situation? Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, en effet, c'est une problématique. Hein, c'est une problématique qu'on rencontre de plus en plus, d'autant que maintenant, on fait des IRM très facilement, comme je vous le disais, contracte l'activité, contracte l'inflammation parce que ça permet de modifier les traitements. Et donc, c'est une problématique, c'est poussée clinique sans modification de l'IRM. Alors, il y a des études qui se font actuellement, hein, qui sont en cours et qui vont nous permettre d'avoir des réponses un peu plus précises là-dessus. Mais c'est quelque chose qui est justement très étudié parce que c'est une problématique. Alors, globalement, quand on a un symptôme, en effet, ça peut être lié à une nouvelle lésion, ça peut être lié à la mauvaise cicatrisation d'une lésion précédente.
Donc, quand on a déjà un symptôme qu'on a déjà présenté et qui est identique, la probabilité que ça soit une lésion qui a mal cicatrisé qui repart, elle est un peu plus importante que l'apparition d'une nouvelle lésion. Quand on a quelque chose de complètement inédit, c'est vrai que là, il est difficile d'imaginer que c'est une ancienne lésion qui a parlé, mais c'est quand même possible parce qu'il y a des lésions qui ont pu être peu symptomatiques la première fois qu'elles sont apparues et parler un peu plus tard lors d'une décompensation, fièvre, infection, prise d'un médicament qu'on n'a pas toléré, etc., chirurgie, etc., etc. Il faut les traiter, si elles sont source d'une gêne, il faut discuter de les traiter comme des poussées. Mais il faut que le bénéfice-risque soit en faveur. Parce que c'est vrai que le bénéfice des traitements réguliers des cures de corticoïdes est bien moindre dans ces situations-là, bien moindre. Et le risque peut être élevé si on en a déjà eu un certain nombre, si on a des troubles qui peuvent augmenter le risque, comme des troubles vésico-sphinctériens, des troubles de la déglutition, etc. Si on a déjà une ostéoporose ou une ostéopénie ou pas. Enfin, il y a plein de facteurs qui font qu'on va être très prudent dans cette situation-là et donc ça peut se discuter, il faut être prudent. Ça, c'est pour le traitement de la poussée. Et ensuite, en concernant le traitement de fond, c'est pareil, il faut remettre les choses à plat, il faut voir si on pense qu'on a un traitement de fond qui est suffisant chez le patient. Si une fois on a eu une petite lésion sur l'IRM et qu'on a dit qu'on changeait pas parce que c'était qu'une lésion, et puis la fois d'après, le patient fait une poussée sans modification de son IRM, mais on avait déjà un doute la précédente fois, etc., et que le traitement est un traitement modéré et qu'il n'y a pas de risque à mettre un traitement plus efficace, c'est des choses qui doivent se discuter entre le praticien et le patient. Le bénéfice est incertain, mais ça peut se discuter. Si d'un autre côté, on a un traitement hyper efficace, dont on sait qu'il y a très peu de nouvelles lésions sur ce type de traitement, et que l'on n'a que ces phénomènes-là, exacerbation sans modification d'IRM, là, la modification de traitement est moins légitime. Et donc c'est pareil, c'est difficile d'en tirer. Alors, est-ce que l'IRM voit tout? Non, rien ne voit tout, bien entendu. Mais l'IRM a énormément progressé. Il voit beaucoup. Et entre le début des années 80, on avait les premières IRM des patients, et aujourd'hui, les IRM, on a un gap qui est un gouffre qui est très important et qui permet quand même d'imaginer, voire pas passer à côté de l'inflammation. Parce qu'encore une fois, la poussée peut ne pas avoir été vue, mais il y aura 1, 2, 3 autres lésions qui vont se voir ailleurs sur l'IRM à un moment ou à un autre, si on les fait bien régulièrement, s'il reste de l'inflammation. Une question justement, l'IRM et les lésions. Est-ce que les lésions qui ont été visibles à un moment donné sur l'IRM restent tout le temps visibles ou augmentent, disparaissent? Alors, le plus souvent, donc ça dépend quand est-ce qu'on a vu la lésion, quel âge elle avait. Si une lésion est aiguë, donc c'est de l'inflammation. Donc l'inflammation, vous avez les 4 signes cardinaux, ça marche pour tout, y compris à l'intérieur du cerveau. Donc c'est douleur, tumeur, chaleur bon, ça, bien sûr en live ça ne vient pas, mais donc vous avez ce qu'on appelle la tumeur, c'est-à-dire le gonflement, et la chaleur, donc une lésion qui vient d'apparaître est gonflée. C'est une grosse lésion. Et donc, du coup, si elle est récente, quand vous allez refaire une IRM après, vous allez la voir dégonfler, vous allez la voir perdre son œdème. Donc ça, c'est la modification la plus fréquente que vous allez voir sur une lésion. Puis ensuite, quand elle garde une certaine taille, le plus souvent, elle reste telle qu'elle et vous répétez les IRM et vous la voyez telle qu'elle. Il y a des lésions qui peuvent complètement disparaître, complètement ne plus se voir à l'IRM, donc probablement très bien cicatrisées, même si les données, la confrontation entre l'histologie et l'IRM laisse encore quelques questions, mais c'est probablement des lésions qui cicatrisent très bien et qui disparaissent, ça arrive. Ça arrive dans une proportion significative, mais ça reste quand même très loin d'être la majorité des cas. Et puis enfin, de l'autre côté, il y a des lésions qui sont très aiguës, inflammatoires, qui vont donc perdre leur œdème, cicatriser, mais pas complètement cicatriser, garder de l'inflammation en leur sein, en leur bord le plus souvent. Et donc, ces lésions peuvent
grossir et grossir doucement. Et ça, c'est des lésions qui sont aujourd'hui très, très étudiées parce qu'elles intéressent beaucoup les médecins qui s'occupent de patients atteints de sclérose en plaques, parce qu'on veut essayer de voir justement comment agissent les traitements sur ces lésions et quelles conséquences elles peuvent avoir. Pour l'instant, c'est assez peu d'études, hein, c'est pas significatif sur assez peu de patients. On a l'air de les trouver un peu plus tardivement dans la maladie. Donc, on se demande si c'est pas justement cette inflammation changeante qui reste dans le cerveau qu'on verrait sous ces lésions. On voit que certains traitements pourraient, c'est vraiment sur très, très faible échantillon de patients, agir un petit peu mieux sur ces lésions, d'autres pas du tout. Donc, c'est quelque chose qui est très étudié. Alors, deux questions qui se ressemblent un petit peu, mais qu'en est-il des traitements quand on a soit plus de 60 ans et que la maladie n'est pas du tout active, donc aucune inflammation, aucun signe à l'IRM, et qu'on a juste une progression du handicap. Et même question, mais pas quand on a 60 ans. Est-ce qu'il faut continuer les traitements? Quelle est l'approche? Alors, il y a différentes choses. La première question, c'est est-ce que le patient a déjà un traitement? Est-ce qu'on est déjà traité? La patiente a déjà un traitement ou pas? Et là, on se retrouve dans la question d'arrêter le traitement. Alors, quel traitement peut-on arrêter? À quel moment de la maladie? Chez quel profil de patient? Tout ça, c'est des questions sans réponse avec des hauts niveaux de preuves scientifiques, celles qui sont nécessaires. Donc ça, c'est étudié, ça se discute au cas par cas, avec l'histoire du patient, le type de traitement, le fait que ce soit des traitements qui sont connus comme associés à une forte reprise de l'inflammation ou pas, où on sait que là, on prend beaucoup plus de risques, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à discuter au cas par cas. Deuxième cas de figure, le patient n'a pas de traitement. Il n'est pas traité, donc il a plus de 60 ans et pas d'activité et pas de traitement. Dans ce cas-là, mettre en place un traitement immunoactif, immunomodulateur ou immunosuppresseur, est en général associé à pas, très très peu de bénéfices, et le plus souvent pas de bénéfices. Et il est associé à des risques. Donc il faut vraiment discuter le pour et le contre, et vraiment justifier de mettre en place un traitement dans ces cas-là, et réévaluer, et se dire, bon, ben, on met un traitement pour 1 an, et dans 1 an, on réévalue et on voit s'il faut continuer ou pas. Il faut vraiment le réévaluer, mais globalement, vaut mieux, enfin, dans la très, très, très grande majorité des cas, ce n'est pas indiqué. C'est des risques avec pas de bénéfice. Là, on parle des traitements immunoactifs, donc immunomodulateurs, immunosuppresseurs. Bien entendu, ce n'est pas les seuls traitements dont on dispose, et on en a parlé un petit peu en introduction, hein, c'est que il n'y a pas que l'inflammation et les globules blancs au niveau sanguin qui sont la source de problèmes et la cible des problèmes chez les patients. Les patients peuvent avoir des signes sur énormément d'autres gènes, on en a parlé, la spasticité, l'équilibre, les troubles du sommeil, les troubles vésico-sphinctériens, la fatigue, les troubles sexuels, les troubles de la mémoire, etc. Et tous ces éléments-là, elles ont, bien sûr, la sclérose en plaques en est la cause, mais après, elles ont d'autres causes, une surstimulation du faisceau pyramidal, une atteinte du cervelet, une vessie neurologique avec des mauvaises coordinations entre le muscle de la vessie et le muscle du sphincter, etc. Et pour tous ces symptômes, les médecins ont essayé de développer des thérapeutiques, hein, et il y a des thérapeutiques médicamenteuses, il y a des thérapeutiques interventionnelles, il y a des thérapeutiques par injection, par pose de stimulation, par électrostimulation. Et en fin de compte, on peut apporter une source d'équilibre chez les patients. Alors, je ne vais pas dire que le patient va être satisfait, hein, de la situation, mais on a un équilibre qui est correct, hein. En tout cas, on apporte énormément de confort par rapport à ne pas le faire. Et que le patient se retrouve avec des troubles
vésico-sphinctérien en restant des heures aux toilettes, ou je retrouve avec une difficulté à marcher ou à se mobiliser ou à faire ses transferts ou à se déplacer correctement avec son fauteuil, etc., etc., où je retrouve à passer des nuits affreuses parce qu'il a un syndrome de jambes sans repos avec les jambes qui bougent, etc. Et tout ça, c'est source d'inconfort alors que ça peut très, très fortement s'améliorer. Et ça fait partie du traitement. C'est également soigner les patients. Du coup, docteur Henro, vous doutez qu'il y a des questions qui arrivent. Vous parlez des traitements, mais il n'y a pas de traitement de fond pour les formes, enfin, pour lutter contre la progression, ni pour le moment de traitement pour réparer la myéline. Mais pour l'instant, non. Quelles sont les avancées sur ce point-là? Alors, pour l'instant, c'est vrai que les avancées sont timides sur ce plan-là. On a eu quelques molécules qui sont passées au stade d'essai de phase 3, donc d'essai thérapeutique chez l'homme à l'HSL. Et malheureusement, pour les patients, les essais ont été négatifs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un champ sur lequel on est très démuni sur le plan du soin court. Alors, il y a d'autres essais qui se feront et qui se font d'ailleurs, c'est pas qu'ils se feront, qui se font, qui sont en cours. Et on a vu, par exemple, récemment, en décembre, une étude qui a été très positive dans des maladies dégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. On voit des études qui sont positives dans d'autres maladies neurologiques qui entraînent de la dégénérescence. Et donc, on a bon espoir que dans la sclérose en plaques, on ait des progrès aussi qui peuvent arriver assez rapidement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en janvier 2023, on n'a pas de thérapeutique qu'on peut proposer aux patients dans l'espoir de réparer, de remyéliniser de manière robuste, certaine, et qu'on peut proposer à la majorité des patients. Merci. On a une question. Pour une personne qui a été diagnostiquée sclérose en plaques dans l'enfance, quel est son pronostic? Est-ce qu'elle a plus de risques qu'une personne qui aurait été diagnostiquée vers 20-25 ans? Est-ce qu'elle a plus de risques d'évoluer vers une progression vers un handicap? Alors, commencer une sclérose en plaques dans l'enfance, c'est en fin de compte, commencer une sclérose en plaques cliniquement dans l'enfance, c'est quelque chose qui est rare. La sclérose en plaques est une maladie dont les prémices se font dans l'enfance, l'adolescence, mais on développe rarement les symptômes dans l'enfance ou dans l'adolescence. Globalement, il y a deux choses. Quand on développe une sclérose en plaques très jeune, en général, elles sont plus inflammatoires parce qu'on est très jeune, qu'on a un système immunitaire qui réagit comme ça et qui crée des maladies plus inflammatoires. Et donc, ça conduit souvent à des traitements assez précocement et des traitements plus efficaces plus précocement. Et on a vu qu'introduire un traitement précoce, c'était un facteur de bon pronostic. Donc, en fin de compte, commencer jeune, c'est avoir une maladie plus longue. Quand on est arrivé à 40 ans ou 50 ans, ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans qu'on a la maladie quand on a commencé jeune. Donc, on a une maladie plus longue à âge équivalent. Mais par contre, on a une maladie qui souvent a été traitée de manière plus en rapport avec les standards actuels, c'est-à-dire des traitements efficaces assez tôt dans la maladie, qui sont des facteurs de bon pronostic. Donc, probablement que les choses se compensent et que les patients qui ont commencé jeunes, globalement, auront une maladie qui serait à peu près pareille, avec cette compensation entre une durée de maladie plus longue à l'évolution, mais des traitements plus précocement introduits. Et puis, une autre chose, des capacités de cicatrisation qui sont meilleures quand même chez l'enfant que chez l'adulte. Une question. Une personne qui a fait une seule poussée, mais qui est sous traitement, est-ce qu'il y a
on peut dire qu'elle a bien une sclérose en plaques, elle peut être le délai maximum entre 2 poussées et faut-il continuer le traitement? Alors, plusieurs choses dans cette question. Alors, les poussées. Les poussées, faut savoir que les poussées, c'est un des marqueurs de l'inflammation, mais comme on l'a dit, c'est un des deux marqueurs. L'autre marqueur, c'est les lésions. Et le plus souvent, les poussées correspondent à des lésions qui sont nouvelles, mais toutes les lésions ne correspondent pas à des poussées. Et certaines poussées, comme on l'a vu avec la question précédente, peuvent se voir sans nouvelle lésion à l'IRM. Donc, il faut vraiment considérer les deux. Il faut regarder les deux à chaque fois, la survenue de poussée et la survenue de lésion, et réfléchir avec les deux pour prendre en charge les patients et considérer qu'ils ont de l'activité ou pas, et du besoin du traitement et du niveau d'intensité du traitement. Combien de temps entre deux poussées? L'histoire naturelle, elle dit qu'en moyenne, on fait une poussée tous les 2-3 ans. Donc, c'est le délai moyen entre deux poussées, c'est tous les 2-3 ans. C'est de la moyenne. Donc, du coup, des patients peuvent en faire une tous les ans ou tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Et des patients peuvent en faire tous les 5 ans, tous les 7 ans, 10 ans, tout en restant dans la fourchette classique du nombre de poussées dans cette maladie. Donc, du coup, la fréquence des poussées elle est intéressante si les patients font des poussées très rapprochées. Si vous avez un patient qui fait une première poussée, 3 mois après, il fait une deuxième poussée, vous savez que le patient a beaucoup d'inflammation, bien plus que la moyenne, et donc vous allez mettre un traitement de haute efficacité très rapidement. Si vous avez un patient qui fait des poussées tous les 5 ans, au final, il en fait un petit peu moins que la moyenne, mais ce n'est pas très significatif. Et c'est à pondérer par rapport aux nouvelles lésions. S'il fait des poussées tous les 5 ans avec une lésion tous les 5 ans, c'est moins que la moyenne. Si c'est une poussée tous les 5 ans, mais 5, 6, 7, 10, 15 lésions dans le même temps, il y a une forte activité quand même qui nécessite un traitement adapté. Alors, on a encore beaucoup de questions, donc on va essayer de répondre rapidement, mais répondre à la plupart. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait des lésions qui pouvaient ne pas se manifester. Mais si une personne a beaucoup de lésions visibles uniquement en IRM, donc pas de symptômes cliniques, est-ce que cela signifie que toutes les lésions peuvent s'exprimer d'un seul coup et donc créer finalement un gros handicap, une grosse gêne? Alors, c'est une question qui est assez complexe. Globalement, alors, il faut savoir que l'histoire de cette maladie, c'est que globalement, la majorité des lésions n'engendreront pas de poussée. On fait en moyenne une poussée tous les 2 ans. On va faire des chiffres très, très standards on fait en moyenne une poussée tous les 2 ans et on fait 5 à 10 nouvelles lésions en moyenne tous les 2 ans, sur le même laps de temps, voire même un peu plus, parfois sur certaines études. Donc, vous voyez que globalement, il n'y a qu'une lésion sur 5 ou une lésion sur 10 qui classiquement cause une poussée. Les autres lésions ne causent pas de poussée. D'ailleurs, quand on fait le diagnostic de la maladie, à la première poussée, il est très classique que les patients aient plusieurs lésions. C'est ce qui permet de faire le diagnostic. Et donc, toutes les autres lésions sont survenues sans l'apparition de poussée. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un phénomène classique. Après, la répercussion des lésions. Alors, les lésions, c'est en fin de compte un événement qui s'est vu sur l'IRM, parce que c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour voir les lésions et qui correspond au passage de cellules inflammatoires, de globules sanguines dans le cerveau. Puis ensuite, à plein de phénomènes immunitaires qui nécessitent également des cellules qui sont déjà dans le cerveau et qui créent cette lésion. Et c'est un phénomène qui va se créer en quelques heures et quelques jours. Et donc, vous allez avoir une lésion. Puis cette lésion, elle va être très différente, elle va évoluer. Déjà, cette lésion, quand elle se forme, elle est très différente. C'est des lésions qui vont être plus ou moins destructrices quand elles vont se former sur le plan histologique. Et puis cette lésion, elle va évoluer différemment. Il y a des lésions qui vont complètement cicatriser, partiellement cicatriser, qui vont continuer à grossir, ce qu'on a dit tout à l'heure, ou complètement s'éteindre. Et puis, comme je vous l'ai dit, quand elles se créent, elles peuvent être plus ou moins destructrices. Donc, on peut avoir que de la myéline qui est touchée, donc la gaine qui entoure l'axone du neurone. On peut avoir de l'axone qui est touché, ça n'a pas les mêmes conséquences, etc.
Et puis, en fait, cette lésion, elle survient dans un cerveau qui est quelque chose qui est plastique, hein, c'est pas figé le cerveau, c'est un élément biologique. Et donc, le cerveau, il va lutter contre cette agression et donc il va utiliser plein de processus, dont la plasticité cérébrale. Et la plasticité cérébrale est liée à plein de processus, elle aussi, pour essayer de compenser cette lésion et donc la fonction ou le travail que faisaient les groupes de neurones qui ont été lésés va être réaffecté à un autre groupe de neurones où il y a des nouvelles connexions qui vont se créer entre les neurones pour pouvoir transmettre l'information, etc. Et donc, du coup, au final, c'est extrêmement variable d'un patient à un autre. Et donc, il y a des patients qui peuvent avoir énormément de lésions, mais qui cicatrisent bien ou qui compensent bien ou qui touchent des régions qui sont peu spécialisées et le cerveau va réussir à compenser ça. Et puis, il y a des patients qui peuvent avoir très peu de lésions, mais qui vont être placés dans des zones de la coordination, dans des zones de la motricité, qui vont tout de suite s'exprimer, tout de suite être source d'une gêne et qui peuvent entraîner du handicap. Donc, il n'y a pas de linéarité entre le nombre de lésions et la gêne des patients. Par contre, ce qui est certain, parce que ça a été démontré, c'est que l'accumulation de lésions est un facteur de très mauvais pronostic. Si vous voyez les lésions apparaître sur les imageries consécutives, ce qui devrait de moins en moins arriver parce qu'on a des traitements qui empêchent ça, et ça, c'est quelque chose qui est de très mauvais pronostic, d'autant plus si ça arrive sous traitement, c'est que le traitement n'est vraiment pas adapté. Et un patient qui continue à faire des nouvelles lésions sous traitement et un patient qui est maltraité. Et il faut rapidement changer son fusil d'épaule et revoir la thérapeutique pour bloquer ça. Donc la dynamique, et en fin de compte, plus que le nombre à intenter, la dynamique est un élément qui est important à prendre en charge. Après, c'est sûr qu'avoir peu de lésions est souvent de meilleurs pronostics que d'en avoir plus, mais encore une fois, ça dépend de où elles sont, comment elles sont faites, comment le corps les a compensées. On va essayer de répondre rapidement là. Aujourd'hui, lorsqu'on pose le diagnostic pour une personne, est-ce qu'il est possible de prévoir l'évolution et ainsi d'adapter la prise en charge? Alors, on a des éléments. On a de plus en plus d'éléments. Alors, on ne peut pas être, faut pas être péremptoire. On ne peut pas dire vous évoluerez comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas, mais on a énormément d'éléments. Aujourd'hui, il y a énormément d'études qui ont été faites et qui ont montré énormément de facteurs de bons ou de mauvais pronostics. Et donc, on peut, plus que dire comment un patient ou une patiente va évoluer, on peut surtout dire quels sont les risques que ça se passe mal. Et donc, du coup, adapter le traitement en conséquence et adapter le premier traitement, ou en tout cas, tôt dans la première ou deuxième année de maladie, trouver un traitement qui permet d'obtenir une parfaite stabilité chez le patient en conséquence. Donc, on ne va pas les énumérer, j'en ai parlé dans la lettre, hein, je les donne un petit peu les facteurs principaux qu'on a trouvés et ça permet de grader un risque, de mal évoluer et d'adapter un traitement par rapport à ce risque. Alors, une question. Les médecines alternatives et complémentaires, voire l'alimentation, est-ce qu'elles peuvent être une solution pour limiter la progression ou tout au moins l'impact des signes cliniques handicapants? Alors, ça dépend, bien sûr, la médecine complémentaire, c'est assez large hein, parce que du coup, on peut avoir de tout dedans. Globalement, le nom complémentaire ne me déplaît pas. C'est éventuellement un complément. On peut imaginer. Si ce n'est pas nocif, si ce n'est pas délétère, si ce n'est pas coûteux, si ce n'est pas un sacrifice, et si ça apporte du bénéfice aux patients, on peut imaginer avoir ceci en complément. Il n'y a aucun problème à ce qu'un patient qui soit correctement traité, donc dont on a évalué l'activité, la progression, comme je vous ai dit, dont on a fait les examens, les IRM, les fonctions lombaires, tout ce qu'il faut, dont on a défini le risque,
dont on a mis en place un traitement immunoactif si il est indiqué, ce qui est quand même la très, 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 très grande majorité des patients, faut le rappeler, ont une activité, ont besoin d'un traitement immunoactif. Si on s'est assuré que le traitement immunoactif marche en refaisant des IRM, en réévaluant cliniquement le patient, en s'assurant de l'absence de nouvelles poussées, et qu'il reste une gêne qu'on n'arrive pas à contrôler et qu'il y a un régime alimentaire, l'exclusion d'un aliment, quelque chose comme ça qui apporte du confort au patient et qui ne lui coûte pas, eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça ne remplacera pas les traitements qui sont standardisés, parce que la différence entre un traitement complémentaire ou une médecine alternative et quelque chose qui a été standardisé, c'est juste le niveau de preuve. Il n'y a pas les médecines alternatives ne sont pas un monde où on va mettre les médecines alternatives et puis un autre monde des médecines conventionnelles et puis il ne va pas y avoir de discussion. Si quelqu'un tente quelque chose d'alternatif, par exemple, je dis n'importe quoi, un régime sans gluten, si le régime sans gluten est quelque chose qui est efficace, si la personne fait une étude au standard actuel de la science, c'est-à-dire randomisé, en double aveugle, contre placebo, quelque chose d'équivalent, et qu'on a un résultat positif et que l'étude montre que ça marche et qu'elle est répliquée, eh ben, on proposera aux gens d'être en régime sans gluten. C'est par exemple, ça a été fait dans la maladie cœliaque. La maladie cœliaque, c'est démontré. Eh ben, c'est de la médecine conventionnelle de ne pas manger de gluten quand on a la maladie cœliaque. Et puis, c'est de la médecine non conventionnelle de ne pas manger de gluten quand on a une sclérose en plaques parce que c'est pas démontré. Donc, ça ne peut pas remplacer quelque chose qui est démontré, mais ça peut être un complément si ça coûte pas. Mais encore une fois, faut pas se lancer dedans si ça apporte plus de contraintes que de bénéfices, parce que le bénéfice est probablement très faible. Si vous êtes italien, que vous adorez les pâtes, ne faites pas un régime sans gluten. Continuez à manger des pâtes et prenez un traitement qui est adapté pour votre inflammation. Merci. Il y a encore énormément de questions. Juste rapidement, vous avez parlé de différence. Quelle est la différence entre le changement clinique et pas de poussée? Alors, la poussée, c'est ce qu'on a dit, c'est un nouveau symptôme ou un symptôme ancien qui est exacerbé. C'est quelque chose d'assez aigu qui va apparaître en quelques heures à quelques jours et qui va durer plus de 24 heures. Un signe fonctionnel, un symptôme, c'est quelque chose que ressent le patient. Donc, le patient peut faire une poussée où il va très rapidement expérimenter un trouble de la vision, un trouble de l'équilibre, un trouble de la force, un trouble urinaire, et ça va être ponctuel dans le temps. Et donc ça va être une poussée, comme un patient peut avoir des troubles urinaires tout le temps. Et donc c'est un symptôme, ce qui n'est pas une poussée, mais qui est un signe fonctionnel, un symptôme qui le gêne. Dans tous les cas, faut les prendre en charge, mais le raisonnement va être différent. Si on a une poussée, on suspecte qu'il y a encore de l'activité, de l'inflammation, donc on va se poser la question du traitement de fond. Alors que quand on a un symptôme qui gêne le patient tous les jours et qui est là et qui est installé, on est plutôt dans quelque chose qui est soit séquelaire, soit éventuellement de la progression, le plus souvent séquelaire. Et là, on va s'occuper de ce symptôme parce qu'il gêne le patient et qu'on a éventuellement, quand on a des armes thérapeutiques, on les utilise pour s'occuper de ce symptôme. Alors, la dernière question, j'espère rapidement, logiquement. À partir de combien de lésions vous considérez que la charge lésionnelle est importante? Alors, c'est une question difficile. Si on prend les études de cohorte, on a une étude qui est assez bien faite de l'équipe de Barcelone qui a regardé le nombre de lésions au moment de la première poussée. Donc, au moment où vous faites la première poussée, ils ont essayé de regarder combien les patients avaient de lésions et puis ils ont gradé ça entre 1, 2 à 4, 4 à 6, quelque chose comme ça. Enfin, j'ai plus les seuils exactement en tête. Et puis un seuil qui était supérieur à 10. Et ils avaient montré que si on était dans ce seuil-là, supérieur à 10, au moment du diagnostic, au moment de la première poussée, c'était un facteur de mauvais pronostic qui avait plus de risques d'être gêné 10 ans après cette première poussée.
Alors, c'est un risque. Et donc, du coup, c'est ça à prendre en compte au moment où vous allez choisir votre traitement, parce que vous savez que le patient est plus à risque et donc il faut peut-être choisir un traitement en conséquence. Mais c'est un paramètre parmi tous les autres pour le choix des thérapeutiques. Et ça marche, je vous le dis, hein, c'est le nombre à la première IRM, à la première poussée. Donc, c'est pas obligatoirement, ça n'a pas de sens sur des maladies, par exemple, découvertes plus tardivement, etc. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'était histoire d'avoir une donnée, hein, mais ces 10 lésions ou ces 15 lésions, eh ben, elles peuvent être très différentes entre deux patients avec un niveau de déstructuration dans la lésion très différente, une niveau de cicatrisation très différente, une localisation très différente et une plasticité, une compensation cérébrale très différente. Bon, docteur Marouf, on arrive à la fin de ce Facebook Live, même s'il y a encore de nombreuses questions. Mais peut-être souhaitez-vous dire un mot de conclusion avant de clore l'émission? Avec plaisir. Ce que je voudrais qu'il reste de ce live, c'est la première chose, c'est que maintenant on a des traitements qui sont très efficaces sur la part inflammatoire et que l'inflammation, c'est ce qui conduit au risque de progression. Et donc, le meilleur moyen de prévenir le handicap, c'est de bien soigner l'inflammation quand on peut encore le faire. Bien entendu, c'est évident que pour les patients qui sont déjà à des stades plus avancés, cette réponse n'est pas satisfaisante, mais c'est notre meilleure arme et donc il faut absolument correctement le faire, correctement soigner l'inflammation et le faire de manière assez rapide. Et donc, pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut, bien la mettre en évidence. De deux, il faut que le patient soit, bien entendu, pleine partie dans ça, comme dans toutes les phases de sa maladie, hein, mais prenne partie dans ça parce que il a besoin de comprendre sa maladie, de s'approprier, de connaître les tenants et les aboutissants, ce qui nous conduit à lui proposer certains traitements, y adhérer pour que tout se passe bien et qu'il soit observant. Et puis, le patient est pleinement impliqué parce que le choix du traitement, ça ne va pas être que l'inflammation, ça va également être les contraintes du traitement, la tolérance du traitement, les projets personnels de la personne, projets professionnels, projets de grossesse, etc. Et puis, ces traitements, ils n'ont pas de sens s'ils ne sont pas associés à une bonne hygiène de vie de la part du patient, hein, parce que c'est toujours pareil, c'est un peu comme les patients qui vont avoir un diabète ou qui vont avoir un problème de cholestérol. Vous pouvez leur donner de l'insuline ou une statine. Si derrière, ils vont manger au McDo, / Burger King, / je ne sais pas si c'est comme la télé, on doit en dire plein, et ben du coup, au final, ça ne sert à rien. Et donc là aussi, l'hygiène de vie, l'activité sportive régulière, le fait de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer si on fume, etc., le tabac, c'est quelque chose qui sont importants pour justement potentialiser cet effet et maximiser ce sens d'une bonne évolution. Ça, c'est le premier point qui est important. Le deuxième point qui est important, c'est que soigner un malade ne s'arrête pas au traitement de fond. Et donc, il faut prendre en charge le patient dans sa globalité. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs consultations. Tout se règle par une consultation pour régler toutes les gènes du patient. Alors, améliorer, hein, bien sûr. Hein, on ne va pas dire que tout va revenir comme à 20 ans, mais en tout cas, améliorer au maximum les gènes des patients. Et puis, du coup, tout ça, ça crée de la complexité, hein, vous avez compris. Hein, c'est de plus en plus, on a de plus en plus de connaissances, on a de plus en plus de traitements, on a de plus en plus d'armes. Donc ça, c'est très positif, mais ça a complexifié les choses. Et donc, du coup, pour ça, il y a des médecins qui se spécialisent pour mieux connaître cette maladie au sein même de leur profession, hein, donc au sein des neurologues, au sein des rééducateurs, au sein des urologues, au sein des radiologues. Il y a des gens qui vont encore plus se spécialiser dans cette pathologie et les pathologies analogues. Et donc, du coup, au niveau organisationnel, il y a ce qu'on appelle les centres de ressources et de compétences sclérose en plaques, hein, qui sont disséminés dans tout le territoire français, qui sont
un peu moins d'une trentaine, hein, et qui sont des centres où justement les équipes se sont spécialisées dans la prise en charge de cette maladie. Et donc, il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement aller consulter dans un centre de ressources et de compétences, mais il faut s'appuyer dessus. Donc, il faut que le neurologue qui vous suit n'hésite pas à s'appuyer dessus. Il faut que le patient, s'il a besoin d'éducation thérapeutique, d'une prise en charge particulière, d'expertise d'infirmières spécialisées ou de psychologues ou de neuropsychologues spécialisés, soit adressé à ces centres pour qu'il le fasse. S'il a des traitements particuliers ou de la réévaluation de ces traitements, soit adressé à ces centres, il faut s'appuyer dessus. Ça a été créé pour justement homogénéiser, apporter les meilleures réponses le plus rapidement pour les patients, et donc il faut s'appuyer dessus. Et puis enfin, on discute de tout ça et on est plutôt optimiste sur les avancées dans cette maladie et les traitements grâce à la recherche, bien entendu. Et donc, je tiens à remercier l'ARCEP, hein, qui est un grand acteur de la recherche dans la sclérose en plaques en France, de m'avoir invité, d'avoir permis tous ces projets de recherche. Je tiens à remercier toutes les gouvernances et toutes les associations qui permettent d'avancer dans cette maladie. Et puis, je tiens à remercier également tous les patients qui ont participé de près ou de loin à un projet de recherche pour leur implication, parce que c'est grâce à leur implication que 20 ans après, aujourd'hui, 30 ans après, on a des armes très puissantes et on sait de mieux en mieux soigner les patients, et on peut objectivement, quand on voit un patient, une patiente arriver à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, avec une première poussée dans notre consultation, avec un début de maladie, comme je vous l'ai dit, imaginez que la patiente n'expérimentera ou que le patient n'expérimentera jamais de handicap avec une prise en charge la plus optimale possible. Et donc, je remercie toutes ces personnes pour leur implication. Merci beaucoup, Dr Marouf, pour toutes ces explications, pour votre message d'espoir à la fin. Et puis surtout, nous vous remercions énormément pour le temps que vous nous avez accordé et toutes les réponses que vous avez apportées aux questions qui étaient très nombreuses. Alors évidemment, tout le monde n'a pas obtenu les réponses. On essaiera d'apporter via Facebook. Sinon, je vous rappelle que ce Facebook Live sera disponible de nouveau sur la chaîne YouTube de la Fondation. Et j'en profite pour vous parler des prochains rendez-vous. Donc, le 16 mars, nous parlerons des troubles cognitifs. Et le 19 avril, nous aborderons la grossesse, l'allaitement et l'évolution de la maladie chez la femme et la maternité. Donc, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, merci.